L'hiver 1890 s'achève dans le Nord-Pas-de-Calais. Depuis des semaines, les cambriolages se succèdent, les prêtres et les vieilles femmes ne dorment plus tranquilles parce qu'enfin les autorités en parlent. Enfin, les rumeurs courent. Partout dans les parages, on murmure qu'un duo rôde, deux hommes sans scrupules qui n'hésitent pas à étrangler ou assommer pour quelques pièces. Le 28 décembre à Merlimont, ce n'est plus un murmure. C'est un cri étouffé, une odeur de chair brûlée, une scène d'horreur que les habitants n'oublieront jamais. Ce jour-là, la cavale de François Bayet et Louis Dutilleul bascule. Et cette fois, il n'y aura plus de retour. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de François Bayet. Merlimont, ce dimanche 28 décembre 1890. C'est un tout petit bourg côtier de 700 habitants, coincé entre dunes et champs, balayé par le vent et la mer, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de l'île. Les cloches sonnent la messe de 10 heures et la population se rassemble dans l'église. Tout le monde est serré dans son manteau d'hiver et on se presse les uns aux autres sur les petits bancs en bois usés. Presque tout le monde est là, les familles, les paysans, les pêcheurs, tout le monde, sauf une vieille femme que tout le monde connaît. Le curé Cauvet la connaît très bien aussi, c'est sa mère. La pauvre femme de 88 ans est désormais trop faible pour se déplacer, alors le sermon, son fils lui fait en privé. Ce dimanche, elle est restée seule au presbytère, assise près du foyer de la cuisine, la seule source de chaleur de la petite maison. Les Cauvet sont des gens simples, mais très respectés à Merlimont. Déjà parce qu'il y a bien sûr cette aura sacrée autour d'eux, mais aussi parce qu'ils sont connus pour être avenants et sympathiques. On aime aimer les gens sympas après tout, non ? L'abbé Cauvet est surtout apprécié pour sa générosité. C'est un prêtre qu'on sait aisé financièrement, mais qui n'hésite pas à donner de sa propre fortune aux plus démunis et à ceux qui en expriment le besoin. Il partage volontiers. Bref, c'est un brave homme. Cette maison respire la bienveillance, mais ce matin-là, elle attire d'autres regards qui, eux, ne veulent pas que du bien. À l'extérieur, deux hommes rôdent. Ce matin-là, certains habitants les ont même remarqués. On a vu Bayet s'attabler dans l'auberge de la veuve du Corroi, une chope à la main, tandis que Dutilleul feuilletait maladroitement un journal à l'envers. La scène a fait sourire sur le moment, mais rétrospectivement, elle glace le sang. C'était bien eux, Bayet et Dutilleul. Ils observent les allées et venues, s'assurent que le village entier est occupé à l'office. Puis, lorsqu'il ne reste que les poules et les chiens au dehors, au moment opportun, Bayet escalade le mur du jardin du presbytère. La brique râpe ses mains, mais il se hisse de toutes ses forces pour retomber lourdement de l'autre côté. Il n'a même pas envie de s'encombrer cette fois-ci. Il frappe la porte d'entrée qui cède d'un coup d'épaule. À l'intérieur, tout est calme. Mais le silence de la maison est trompeur. La vieille femme est là, dans la cuisine, juste devant lui. Surprise par cette intrusion, elle n'a même pas le temps d'appeler à l'aide. Et puis, qui entendrait son filet de voix sous la musique de l'orgue ? Bayet s'élance sans se poser de questions. Il brandit une grosse branche ramassée dans le jardin au cas où et l'abat sur le crâne de la mère Cauvet. Le choc est sec, très violent. Bayet ne le sait pas encore, mais le crâne se fissure d'un bout à l'autre. Elle s'effondre sur les dalles froides de la cuisine. Bayet, lui, ne s'arrête pas. Maintenant qu'il l'a mise hors d'état de nuire, il fouille, ouvre les armoires, renverse les tiroirs, la rengaine habituelle. Les meubles craquent sous ses coups, mais le butin est encore une fois dérisoire. Une vingtaine de francs et quelques cartes à jouer. Ce n'est pas la fortune qu'il avait espérée, pas du tout. La participation de Dutilleul est très floue dans cette histoire, si jamais vous vous demandez où il est passé. Il niera toujours avoir pris part à l'assassinat de la mère de l'abbé et se cantonnera à une seule explication jusqu'au bout, il montait la garde. Ah bah c'est facile, tiens. Bayet est excédé devant les broutilles qu'il tient dans la main, et peut-être d'avoir tué pour si peu. On peut toujours espérer qu'il ressente quelques regrets. Il enfonce dans la bouche de la mère un bâillon de bois fixé sur un morceau d'étoffe, puis, dans un geste brutal et colérique, presque absurde honnêtement, il traîne le corps de la mère Cauvet jusque dans la cheminée.
Ils poussent la vieille femme dans l'âtre et ravivent le feu comme si les flammes pouvaient effacer la trace de son acte. Pour les autorités, peut-être, mais dans sa mémoire, jamais. Très vite, la fumée envahit la pièce, noire, suffocante. Le bois crépite, les vêtements s'embrasent, la chair commence à se consumer lentement. Mais Baillet et Dutilleul sont déjà loin. Lorsque la fille du curé revient, la messe à peine terminée, elle trouve la porte principale fermée de l'intérieur. Inquiète, elle appelle tout de suite un voisin. Ensemble, ils dressent une échelle contre le mur, puis pénètrent par une fenêtre. Dans la cuisine, la fumée est si épaisse qu'ils ne peuvent y rester bien longtemps. Dans l'âtre, le corps carbonisé de la vieille femme, la tête fracassée, le bâton dans sa bouche à demi consumé. La scène est d'une horreur insoutenable. Le choc pour le village est immédiat. Merlimont, paisible jusque-là, découvre la violence la plus crue. Et cette fois, les assassins ne peuvent pas disparaître dans l'ombre. Leur signalement circule déjà. Des témoins les ont vus, quelques heures plus tôt, rôder maladroitement dans les rues ou à l'auberge. La traque commence. À Merlimont, la nouvelle du meurtre de la mère Covey se répand comme une traînée de poudre, sans mauvais jeu de mots. En quelques heures, le village entier est massé autour du presbytère. On s'interpelle, on se lamente, et très vite, dans toutes les bouches, il y a ces deux hommes qu'on a vus le matin même errant dans les rues. À l'auberge, des témoins se souviennent de leur allure gauche, de leur manière grossière. Et comme ils ne sont pas du coin, ce sont forcément eux, les auteurs du crime. Ils ne sont pas des leurs, et d'ailleurs ils n'étaient pas à l'église. Les descriptions circulent rapidement, jusqu'aux brigades de gendarmerie des environs. On parle d'un homme trapu, au visage rond, aux gestes brusques, Baillet, et d'un autre plus grand, au regard inquiet, Dutilleul. L'alerte est donnée. Bon, les descriptions, c'est pas encore ça, mais on établit un mini portrait robot de ces deux hommes, et vas-y qu'on tente de faire circuler l'information aux villages alentours. Le 1er janvier 1891, à Lille, Louis Dutilleul est repéré et arrêté. L'homme ne résiste pas, il se laisse conduire à la gendarmerie sans un mot. Durant l'interrogatoire, il tente de minimiser son rôle au maximum. Oui, il était à Merlimont. Oui, il a suivi Baillet. Mais il jure qu'il n'a jamais porté la main sur personne, qu'il n'était là que pour faire le guet. Il se dépeint en simple complice de cambriolage, entraîné malgré lui par la violence d'un autre. Lui, il n'était pas d'accord pour tuer qui que ce soit, surtout pour 20 francs, vous imaginez bien. Déjà à ce moment-là, il prépare la ligne de défense qu'il tiendra jusqu'au procès, celle d'un homme de l'ombre, pas un homme de sang. François Baillet, lui, ne se trouve pas à Lille. Depuis le crime, il a erré un peu plus loin et s'est réfugié à Bergues, chez son grand-père. Le 3 janvier, les gendarmes fouillent la maison, sûrement alertés par des voisins ayant vu le portrait, mais l'histoire ne le confirme pas. Le grenier, sombre et poussiéreux, finit par révéler sa cachette. Baillet s'y terre et on le découvre tapi sous les poutres. Il n'oppose pas une grande résistance, mais dès les premières heures, son attitude frappe tout le monde. Tantôt, il reconnaît certains faits, presque avec fierté, tantôt, il les nie farouchement. On lui parle de Merlimont, mais il accuse Dutilleul d'avoir étranglé Rosine à Ascq. Les policiers recoupent alors son profil et le mode opératoire de Merlimont avec d'autres affaires ces dernières années. Et bam, ça colle. Baillet nie avoir tué Joséphine Copin à Berck et rejette la faute du crime de Merlimont sur le hasard. La vieille a dû tomber dans la cheminée, voilà ce qu'il dit. Mais les preuves s'accumulent contre lui. Dans sa malle, confiée jadis à son camarade Danel, rappelez-vous, on retrouve des bijoux, des vêtements, des objets ayant appartenu à plusieurs victimes. Pas uniquement Joséphine Copin, à d'autres aussi. À Lille, des témoins l'ont vu revenir après ses crimes, vêtu de neuf, dilapidant des billets par-ci par-là, menant durant quelques jours la grande vie, ou presque. À Berck, on se souvient de son passage, au moins de vue. Et à la prison de Los, ses co-détenus, sûrement motivés par la promesse d'une remise de peine, racontent tout ce qu'il leur avait confié. Ça se présente mal pour Baillet. L'instruction s'ouvre alors, minutieuse. On interroge les deux hommes encore et encore.
Chacun se décharge sur l'autre, évidemment. Baillet décrit Dutilleul comme l'instigateur, celui qui aurait conseillé de tuer pour ne pas laisser de témoins, celui qui échafaude les plans. Dutilleul, de son côté, s'accroche à son rôle de guetteur, affirmant qu'il suppliait Baillet de ne pas frapper, de ne pas étrangler et de ne pas tuer. Les débats sont vifs, les contradictions innombrables, mais pour l'opinion publique, il n'y a en revanche aucun doute, ils sont coupables tous les deux. Le 6 juillet 1891, à Douai, la foule se presse devant le palais de justice. Depuis des mois, la presse a entretenu l'affaire, vous vous en doutez. Le nom de Baillet et Dutilleul sont désormais connus dans tout le Nord. On ne parle plus de l'affaire Baillet, mais de l'affaire Baillet-Dutilleul, le premier ayant pourtant un passif lourd. On les appelle bien vite dans les journaux les assassins des presbytères, et on les accuse d'avoir semé la mort de Berck à Merlimont en passant par Ascq et Ronchin. Chacun veut les voir de ses yeux, et chacun veut entendre leur version des faits. Lorsque les deux hommes entrent dans la salle d'audience, les regards se figent. Baillet, 26 ans à peine, le visage rond, le regard terne, paraît étrangement calme. Dutilleul, plus âgé, courbe les épaules et baisse les yeux. Il entre dans son personnage, celui d'un homme soumis, embrigadé par un autre. L'acte d'accusation est lu, et là, c'est 35 longues minutes de nomenclature macabre. Berck, Fouquier, Ronchin, Ascq, Merlimont, une litanie de meurtres, de cambriolages et de cadavres laissés derrière eux. Baillet, qui lors de l'instruction avait parfois affiché un cynisme provocateur, garde cette fois la tête baissée. Pas un mot, pas un geste. Les témoins se succèdent, mais peu apportent réellement de nouveautés. La plupart confirment ce que l'enquête a déjà établi. L'un d'eux, le gendarme Dupuich, raconte ce que Baillet lui a dit lors de son arrestation. « Ma dernière maîtresse sera la guillotine. Tant mieux si l'on débarrasse de moi, ma famille et la société. » Puis, croisant un enterrement, il avait ajouté « Moi aussi, on va bientôt me porter ainsi. Seulement, le cercueil sera plus court, car il y aura la tête en moins. » Le gars est d'une lucidité déconcertante. À la barre, Martha Médreau, la nièce de l'abbé Willy, qui a été tuée par Baillet, témoigne. Sa voix tremble, ses gestes sont saccadés. Courageusement, elle raconte cette nuit d'août 1888 où un homme s'est penché sur elle, l'a réveillée d'un baiser forcé, tandis que son oncle gisait dans la chambre voisine. Elle explique qu'elle a voulu garder son sang-froid et qu'elle savait que si elle criait, il se chargerait d'elle immédiatement. Elle raconte qu'elle lui a remis les 3,50 francs de son porte-monnaie, tout ce qu'elle avait en somme, juste pour qu'il parte. Et elle ajoute devant les jurés qu'elle croit reconnaître en Baillet l'homme qui était venu 1 mois auparavant au presbytère, sous prétexte de faire dire une messe pour l'âme de sa mère. Baillet, imperturbable, répond « Si c'était moi, je le dirais. » Baillet serait parti en reconnaissance bien avant son crime, c'est possible. Le président lit les déclarations de l'abbé Willy avant sa mort, celles du maréchal des logis, celles des médecins qui ont examiné les corps. À chaque crime, la mécanique est la même. L'effraction, la fouille méthodique, l'étranglement ou le coup avec un objet contondant. Les jurés écoutent, notent, échangent des regards graves. Ça ne sent définitivement pas bon pour Baillet. Puis vient le réquisitoire de l'avocat général Sauvignon. De 13h45 à 16h, il déroule l'acte d'accusation implacable. Il rappelle chaque crime, insiste sur la répétition, sur la préméditation, sur la reconnaissance des lieux, et il conclut sans détour. La société ne peut tolérer de tels monstres, je requiers la peine capitale contre les 2 accusés. La défense s'exprime à son tour. Maître Laguerre, avocat de Baillet, tente de plaider les circonstances. Et pour faire pleurer dans les chaumières, quoi de mieux que l'enfance ? Il décrit un homme brisé dès son plus jeune âge. Je cite « Baillet n'a pas connu ses parents, mort lorsqu'il était encore petit. Depuis l'adolescence, il a vécu en maison de correction, puis en prison. Depuis qu'il a l'âge d'être un homme, il n'a jamais passé plus de 4 mois en liberté. La société n'a été pour lui qu'une marâtre. Laissez-lui la vie. Ne frappez pas une seconde fois celui que la misère et les geôles ont déjà détruit. » Bien tenté. L'avocat de Dutilleul adopte une autre ligne. Il décrit son client comme faible, influençable, soumis, incapable seul de commettre de tels crimes. Il dit « Sans Baillet, jamais il n'aurait osé. Il a suivi, il a cédé, mais il n'a pas l'âme d'un assassin. »
Lorsque le président leur demande s'ils ont quelque chose à ajouter, Baillet se lève. Son geste est théâtral, sa voix ferme. « Messieurs, je remercie la société. Le crime me fait honte, mais pas l'échafaud. » Dutilleul, lui, ne trouve que des larmes à partager. Après 1 heure de délibération, le verdict tombe. Coupable, sans circonstances atténuantes pour François Baillet. C'est la peine de mort qui l'attend. À la stupéfaction générale, le jury accorde des circonstances atténuantes à Dutilleul, condamné lui aux travaux forcés à perpétuité. Baillet reste impassible, Dutilleul, lui, remercie le jury d'une voix tremblante. Un peu plus d'1 mois plus tard, le 27 août 1891, à l'aube, la prison de Douai s'éveille dans un silence lourd. Dans la cellule des condamnés, François Baillet dort encore, quand les pas des gardiens résonnent dans le couloir. On l'informe que son recours en grâce a été rejeté. Bon, il y croyait pas beaucoup de toute manière. Il se redresse, l'air fatigué mais calme, et répond simplement « C'est bon, nous allons y aller ». L'aumônier de la prison, l'abbé Hamez, vient le voir, Bible en main. Il lui propose, comme à tous les condamnés, d'entendre la messe, de se confesser, c'est le protocole. Mais dans le silence de la prison, Baillet s'emporte. « Moi, le tueur de curé, aller me confesser et communier, c'est vraiment trop fort. Je ne crois en rien, monsieur l'abbé, ni à la justice divine, ni à la justice humaine. Je ne crois rien, je vous dis, donc laissez-moi tranquille. » L'abbé insiste encore, lui demande au moins de l'embrasser. Baillet hésite, puis finit par céder. « Eh bien, si tous mes gardiens me permettent de les embrasser, je vous embrasserai aussi. » Alors, aussi folle que cette scène puisse paraître, un par un, il embrasse les gardiens présents, ainsi que l'aumônier. On lui retire les fers aux pieds et aux mains, on lui fait boire un verre de rhum pour la route, et on l'habille pour l'exécution. Ça ne prend que quelques minutes avant qu'il ne se mette en route. Il lance alors avec ironie « Si pourtant j'avais voulu entendre la messe, ça aurait duré plus longtemps. » Dans le couloir qui mène au greffe, il aperçoit l'avocat de Dutilleul. Il marche droit vers lui et lui dit « Merci monsieur de tout ce que vous avez fait pour moi. Merci aussi de tout ce que vous avez fait pour mon camarade, dont vous avez sauvé la vie et qui pourtant était plus coupable que moi. » Puis il se tourne vers ses gardiens et lance « Eh bien quoi, y a personne qui rigole ici? Faut-il que je vous chante une chanson ?» Quelques larmes lui montent tout de même aux yeux, il murmure « Si pourtant j'avais eu le bonheur d'avoir un père et une mère, je les aurais bien aimés. Et au lieu d'être où je suis, je serais devenu un bon citoyen et un bon soldat. » À la mention de son grand-père, qui est toujours en vie, il répond sèchement « Je n'ai rien à lui faire dire. S'il avait été ici, je l'aurais embrassé comme les autres, mais puisqu'il est absent, il s'en passera. » Puis, on l'emmène. Comptant à haute voix les marches qui le séparent de la guillotine, il répète sans cesse « Où est-elle? Où est-elle » À la 19e marche, il aperçoit enfin la machine dressée sur la place noire de Monde. Il jette un regard circulaire sur la foule et crie d'une voix vibrante « Vive la République !» Puis il ajoute « On va me couper la tête. Je ne regrette pas, car je l'ai mérité. Mais je déclare, au moment suprême, que mon camarade Dutilleul est aussi coupable que moi. » On l'attache, on l'installe, la lunette tombe, la lame s'abat. Il est 5h12 du matin et le soleil se lève. La presse du lendemain résumera très sobrement « Sa mort a été celle d'un libre penseur ». Quand on regarde le parcours de François Baillet, il ne s'impose pas comme un idéologue. Rien ne laisse penser qu'il nourrissait une haine particulière envers le clergé. Ce qu'il cherchait avant tout, c'était de l'argent facile. Or, dans le nord de la France, à la fin du XIXe siècle, les presbytères représentaient des cibles idéales. On y trouvait des prêtres âgés, vivant modestement, mais disposant toujours d'un peu de liquidité, de quelques bijoux, de titres de valeur. Des maisons connues, respectées, mais mal protégées. Baillet était un opportuniste. Quand il avait l'ascendant, il frappait sans pitié. Joséphine Copin, étranglée, Sophie Delevoye, étouffée avec son foulard, Rosine, étranglée dans la cuisine d'Ascq. Mais dès que l'imprévu surgissait, il reculait. Chez la veuve de Janzy, un bruit l'a fait fuir. À Fouquières, il a laissé Marthe Amédro en vie, après l'avoir humiliée et menacée, mais sans aller plus loin. Comme si, une fois la peur installée et la domination affirmée, il estimait son pouvoir suffisant. Cette ambivalence est frappante. D'un côté, une brutalité extrême, des coups portés avec une violence inouïe. De l'autre, des moments où il s'arrête, non par pitié mais par calcul.
Martha Médreau survit parce que le butin est dérisoire et que Baillet n'a rien à gagner à la tuer et rien à perdre non plus à la laisser en vie. Dans d'autres cas, il frappe sans se retenir, comme pour se prouver à lui-même qu'il peut disposer de la vie d'autrui, comme bon lui chante. François Baillet, en somme, n'était ni un voleur habile, ni un tueur réfléchi. Il était un criminel de circonstance, nourri par la prison, par la misère, par le hasard des rencontres douteuses. Son association avec Dutilleul lui a donné les moyens techniques d'entrer, mais c'est lui qui a toujours porté les coups les plus violents. Un jeune homme de 26 ans, marqué par une enfance passée en maison de correction, incapable d'autre chose que de reproduire la violence qu'il a toujours connue. Je vous remercie d'avoir suivi cette 24e saison de Crimes oubliés. Si vous découvrez ce podcast ou si au contraire vous l'appréciez depuis un moment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines affaires. Vous pouvez également me soutenir en laissant un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, en partageant les épisodes autour de vous ou en devenant carrément un membre Patreon. Merci d'ailleurs à tous ceux qui soutiennent déjà le podcast et qui ont voté pour que je traite cette histoire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour déterrer ensemble un nouveau crime oublié.